vous avez été élu récemment président des DGS et DGA de Guadeloupe. Mais avant de parler de cette élection, parce que vous avez été élu, je voudrais que vous présentiez à la population et dire qui êtes-vous exactement. Alors, je suis plutôt connu dans le monde du sport, puis notamment dans le handball, puisque je suis actuellement président de la Ligue de handball également, mais j'ai été aussi ancien handballeur, ancien membre du pôle espoir handball, donc la première génération de pôle espoir. Et donc l'engagement associatif, je suis licencié dans un club depuis l'âge de 12 ans, donc tout ce qui est engagement associatif, et j'ai été président de cette association pendant 10 ans. Donc ce sont des choses qui pour moi sont naturelles parce que c'est une façon pour moi de remettre à la société ce que la société me donne et continue à me donner. Comment vous êtes retrouvé DGS de la ville de Trois-Rivières? Ben, c'est une marque de confiance. Parce que Monsieur le maire actuel, quand il est arrivé, il a voulu donner une autre direction à son administration. Il m'a sollicité. J'avoue, ça a été un pari parce que j'étais un jeune cadre. J'étais à l'époque directeur de l'aménagement et de l'urbanisme. Et il m'a sollicité. Il m'a dit, écoute, par nature, j'aime donner sa chance aux jeunes. Je te propose ce poste-là et on voit comment ça se passe. Et donc depuis 2021, j'ai été DGS d'abord par intérim en attendant effectivement le changement administratif et puis DGS de plein exercice. Et j'avoue que c'est un métier que j'ai appris à découvrir et qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle mandature, Monsieur le maire m'a demandé de poursuivre l'aventure avec lui et donc de m'a renouvelé sa confiance. Alors, on entend parler de DGS, directeur général des services. Quelle est la mission exactement d'un DGS au sein d'une institution? Ben, le DGS, si vous voulez, c'est un lien. C'est un lien entre la volonté politique et la réalité administrative et réalité de terrain. Pour moi, le binôme, le couple, même je dirais DGS-maire, est primordial. Et quand on rajoute la troisième composante qui est le cabinet, c'est primordial pour qu'il y ait une concrétisation de l'action politique. Parce que l'élu, il est là pour donner un cap, une direction, mais c'est l'administratif, donc le relais au sein de l'administratif, le DGS, qui va pouvoir dire à l'élu, voilà le chemin, voilà. Si vous voulez, l'élu dit, je veux aller tel endroit, et charge au DGS de dire quel est le chemin le plus sûr, le plus court, le plus sécurisant, le moins cher, pour pouvoir arriver là où on veut aller. Et parfois aussi, c'est le rôle aussi du DGS de dire que ce n'est pas possible d'arriver à tel endroit. Bon, quelquefois, on fait la confusion entre le DGS et le DIRCAB, donc le directeur de cabinet. Quelle différence qu'il y a et quelles sont les missions donc, de ces deux fonctions? Ben, si vous voulez, la définition de rôle des deux est primordiale pour que la collaboration se passe bien. Et souvent, malheureusement, nous avons des échecs de collaboration parce que soit l'un veut être à la place de l'autre, soit l'un est en concurrence avec l'autre. C'est une réalité, hein, je le dis en toute sincérité. Sauf que quand chacun connaît son rôle et chacun reste à son rôle, ça ne peut que fonctionner. Le DGS, c'est le relais administratif. C'est lui qui a l'autorité sur les agents administratifs. Le DIRCAB, selon moi, le directeur de cabinet, est plus une courroie de transmission. C'est-à-dire que une fois que le maire a donné son idée, le DGS et le DIRCAB doivent normalement discuter de la meilleure façon de rendre possible cette volonté. Le DGS doit prendre en compte tout ce qui est réglementation, tout ce qui est le fait de faire redescendre l'information correctement aux agents et aux services pour que ce soit bien exécuté. Et le directeur de cabinet est là aussi pour faire le rouage avec les élus et la population. Parce que nous, quand nous sommes dans une action administrative, nous obéissons à des règles, à des réglementations, et nous devons faire dans le cadre de la loi. Par contre, le ressenti sur le terrain, le ressenti de la population, je pense que c'est aussi le rôle du DIRCAB de faire remonter ce ressenti de la population pour que nous, on puisse adapter au niveau de la direction générale, la direction qu'on a choisie pour que ça réponde. Parce qu'au final, tout ce qu'on fait, que ce soit maire, DGS, DIRCAB, l'objectif, c'est que c'est au service de la population. C'est que la population voit et comprenne là où est-ce qu'on veut l'amener. Donc nous, on a la partie réglementaire. On est soumis au code des collectivités, on est soumis à un ensemble de textes et de lois. Et le directeur de cabinet est là aussi pour donner l'éclairage politique
à l'action administrative. Mais ça doit se faire de concert et non l'un au détriment de l'autre ou non l'un sur l'autre. Alors, vous avez été élu récemment président de l'association du syndicat des DGS de Guadeloupe. Présentez-nous un peu cette nouvelle fonction que vous occupez actuellement. C'est une nouvelle fonction encore. Certains me disent est-ce que je n'avais pas déjà assez. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'engagement. Et à partir du moment que je pense que je peux apporter quelque chose, peu importe le niveau, ça peut être en tant que simple membre du syndicat. J'étais membre du syndicat pendant 5 ans avant d'en prendre la présidence. Et je pense qu'on arrive vraiment à une période clé, une période un peu charnière où, vous savez, il y a les élections qui arrivent. On a tous entendu certains candidats parler sur les fonctionnaires. Souvent, les fonctionnaires et les cadres sont ceux sur qui on tape en disant que voilà, la fonction publique n'est pas efficace, tout ce qu'on veut. Alors, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, mais je me dis juste que nous sommes les mieux placés pour parler pour nous. C'est-à-dire que qui mieux que les fonctionnaires territoriaux peuvent parler de la fonction publique territoriale. Et ce qu'on souhaite éviter, c'est que d'autres le fassent pour nous. D'autres personnes qui ne connaissent pas les réalités des collectivités territoriales, qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça implique d'être un cadre supérieur de la fonction publique territoriale, parlent en notre nom et décident en notre nom. Donc le syndicat existe à l'échelle nationale. C'est un syndicat qui est très implanté et très fort à l'échelle nationale. Et il est demandé à chaque département de pouvoir créer sa section. Et au sein de la section départementale, on élit des représentants à la section régionale. La section régionale regroupe Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et donc, c'est comme ça se compose. Il y a un bureau national, il y a des unions régionales et les unions départementales. Donc, je suis président de l'union départementale et je serai amené bientôt, quand il y aura les élections au niveau régional, de faire partir de l'union régionale pour représenter les territoires ultramarins. Quelle va être votre feuille de route? Mais la feuille de route, elle va s'articuler en deux angles. Il y a deux approches. Il y a le côté syndicalisme, quand même on est un syndicat. Donc ça veut dire qu'on a aussi une mission de défendre les intérêts et les droits de nos mandants. Quand je dis défendre les intérêts et les droits de nos mandants, c'est vrai qu'on a parfois une image du syndicalisme un peu biaisée. Alors, en se disant que le syndicalisme, c'est forcément un syndicalisme de combat ou d'opposition, d'affrontement. Nous sommes des cadres supérieurs, donc il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Nous connaissons le droit et nous fonctionnons avec le droit. Notre mission principale, c'est de s'assurer que tous les agents, adhérents ou pas, tous les agents qui nous sollicitent, que leurs droits soient respectés. C'est-à-dire que nous savons très bien qu'il y a un lien qui doit se créer entre un DGS, un DGA et un élu. Notre objectif ce n'est pas de s'immiscer dans ce lien. Notre objectif, c'est de s'assurer que les droits et devoirs et les conditions de travail des DGA, DGS sont respectés. Donc, je précise que votre syndicat concerne que les DGS et DGA, hein, pas tous les agents. Non, pas tous les cadres, pas tous les agents. En fait, il faut être ou avoir été en position fonctionnelle. C'est-à-dire que même un ancien DGS ou un ancien DGA peut faire partie du syndicat. À partir du moment qu'on a occupé à un moment donné un emploi fonctionnel, on peut faire partie du syndicat. C'est pour ça que parfois on retrouve des directeurs de cabinet qui sont membres du syndicat parce qu'ils ont été, avant d'être directeurs de cabinet, ils ont été DGA ou DGS. Et on trouve même parfois des maires qui aujourd'hui sont maires, mais qui ont été ou qui sont DGS ou DGA, et donc qui font partie de notre syndicat. Donc il y a cette partie syndicale pure, mais aussi il y a aussi le côté où, comme je le dis souvent, nous les cadres, on a tendance à s'isoler ou à être isolés par manque de temps, par manque de disponibilité. Et là, l'objectif du syndicat aussi, c'est de créer un réseau de solidarité, parce que très souvent, le problème que nous rencontrons aujourd'hui sur notre territoire, il a déjà été rencontré ailleurs et d'autres ont déjà la solution. Et le fait de pouvoir en discuter, d'échanger, on gagne du temps, on gagne de l'énergie. Et la troisième partie, c'est qu'on a aussi une mission, toujours dans la partie syndicalisme, on a aussi une mission de préparer l'avenir. Parce qu'il faut savoir que nous allons avoir une vague de départ dans la fonction publique territoriale. Ça touche aussi les cadres. Et aujourd'hui, tous les maires vous le diront, tous les élus vous le diront, il est très difficile de trouver, de fidéliser des cadres, que ce soit des DGS, DGA ou même directeurs des ressources humaines, directeurs financiers. Ce sont des fonctions à risque. Et il est difficile aujourd'hui de pouvoir fidéliser. Donc le deuxième angle, par contre, c'est l'angle représentation. C'est l'angle où le syndicat doit jouer sa place dans les grands débats, dans les grandes discussions liées à l'avenir de notre territoire.
en Outre-mer, parce qu'au final, en bout de chaîne, les décisions qui seront prises, c'est nous qui serons chargés de les appliquer et leur donner sens. Donc autant être associé dès le début dans les échanges. Donc la volonté du syndicat des DGS et des GA, c'est aussi d'être aux côtés des élus, aux côtés des décideurs, dans les réflexions, dans les directions que les élus souhaitent donner à notre territoire, pour que, en amont, qu'on puisse le dire, selon nous, selon la position du syndicat, ça peut être une bonne approche ou une moins bonne approche. On sait de toute façon que les décideurs restent les décideurs. Nous sommes des techniciens et nous apportons notre technicité. Mais autant le faire dès le début pour qu'on soit sûr que ce qu'on a décidé, ce que les élus ont décidé, c'est faisable, plutôt effectivement de prendre certaines décisions et qu'en bout de chaîne, on se rende compte que c'est un peu plus compliqué. Donc on est vraiment en appui, on est vraiment, en fait, notre quotidien en fait. On est en appui de nos élus sur certaines décisions très importantes et on tient à revendiquer cette place-là pour gagner en efficacité et en pérennité aussi dans les actions qui seront décidées dans le futur. Après, il y a les élections qui vont jouer aussi. Vous savez, les élections présidentielles, vous avez départementales, sénatoriales dans les 3 ans à venir. Nous sommes sur un calendrier électoral assez contraint. Et comme je le dis, il est important que notre syndicat se positionne clairement pour qu'on puisse donner aussi une vision de qu'est-ce qu'être cadre territorial en Guadeloupe dans l'avenir. Parce qu'il y a mille choses que j'ai remarquées en me déplaçant sur les différentes rencontres ou congrès en hexagone, c'est que parfois on a l'impression qu'on ne fait pas le même boulot que ceux qui sont en hexagone. Pourquoi? Parce qu'on est tellement arc-bouté dans nos réalités locales que parfois il y a certaines évolutions qui sont en train de se passer maintenant sous nos yeux, mais faute de temps ou faute de disponibilité, nous ne les voyons pas. Et on se retrouve souvent à mettre en place des choses à marche forcée, alors que si on s'était intéressé en amont à certaines dynamiques qui se jouent déjà actuellement, on aurait pu anticiper et moins se retrouver toujours dans l'urgence. Donc l'idée aussi, c'est faire le lien avec le national pour que les enjeux qui sont en train d'être débattus actuellement au niveau national, que nous puissions les toucher du doigt dès maintenant et qu'on ne se retrouve pas dans quelques années à devoir dans l'urgence adapter telle ou telle politique publique qui avait commencé à émerger depuis 2-3 ans au niveau national. On se rend compte actuellement qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui occupent ces postes-là. C'est une bonne chose pour vous? C'est une bonne chose et parce que de toute façon, on est mieux servi entre guillemets que par soi-même. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui viennent et qui nous apportent des informations, mais au bout d'un moment, qui mieux que nous qui vivons sur le territoire et qui allons vivre sur le territoire encore longtemps, qui pouvons effectivement apporter une certaine vision. Donc c'est normal et j'encourage les Guadeloupéens à prendre leur destinée entre les mains parce que, il faut l'avouer, ces dernières années, moi en tout cas je l'ai vécu à titre personnel, il y a une sorte de bashing, si je peux le dire comme ça, envers les cadres guadeloupéens parce que bon, il y a eu des missions qui ont peut-être été mal gérées, mais jeter le bébé avec le bain, pour moi, c'est trop facile. Ce ne sont pas forcément les cadres guadeloupéens qui sont incompétents, ce sont peut-être des contextes ou des conditions qui font que, et après on se plaint qu'il n'y a pas de jeunes qui veulent rentrer. Mais comment voulez-vous rentrer pour être un cadre dans un territoire où constamment on nous dit qu'on est des incompétents et qu'on ne sait pas faire les choses? Donc je pense qu'il y a aussi une réhabilitation à faire de notre fonction, de notre métier de cadre de la fonction publique territoriale. Il y a aussi un nettoyage à faire, il y a aussi un balayage à faire parce que tout n'est pas parfait. Donc on sait très bien qu'il y a des choses à rectifier, mais ce n'est pas tout le temps en tapant sur les cadres guadeloupéens, de un, qu'on va donner envie à ceux qui sont là de s'investir, et de deux, à ceux qui sont à l'extérieur de revenir pour servir leur territoire. Donc le chantier est vaste. Le chantier est vaste, on est conscient que ça ne va pas se régler sous une mandature, mais il me tenait à cœur de commencer ce travail-là. Et évidemment, j'espère et je souhaite que d'autres s'inscrivent dans cette démarche-là et qu'on puisse réhabiliter les métiers de DGS et DGA sur notre territoire. Parce que l'avenir ne pourra pas se faire sans les cadres. Et pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser à toutes celles et ceux qui vous regardent actuellement? C'est déjà encourager ceux qui sont dans des postes fonctionnels, DGS et DGA, à nous rejoindre. Pas forcément parce que je sais qu'il y a toujours parfois une certaine réticence à adhérer à un syndicat, mais ça peut être aussi dans des contributions. Nous allons mettre en place un ensemble de programmes d'action où chacun pourra s'exprimer sur ses attentes, sur ses besoins, sur ses envies et voir comment nous, le syndicat, on pourra y répondre. Il faut savoir aussi que le fait d'adhérer à un syndicat, notamment le SNDGCT, c'est que vous avez une protection fonctionnelle. Nous sommes dans des métiers qui sont à risque. Nous sommes dans des métiers où chaque signature, chaque mot nous engage.
Donc, il est important quand même d'avoir une protection fonctionnelle pour que si une erreur est commise dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, qu'on soit accompagné et qu'on soit protégé. Donc, moi, j'invite effectivement ceux qui sont intéressés à se rapprocher de nous. J'invite aussi les personnes qui ont l'ambition, parce qu'il faut toujours penser à demain, ceux qui ont l'ambition de devenir demain des DGS, des DGA, déjà se rapprocher de nous, parce que nous avons la chance d'avoir dans notre syndicat des membres très inspirants et très expérimentés qui pourront faire un travail de mentorat, de tutorat pour les accompagner. Moi, je regrette quand j'ai été nommé DGS d'avoir pas trouvé quelqu'un pour m'expliquer. Je pense avoir perdu, pas perdu, puisque c'est soit comme le disait Mandela, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc, il m'a fallu 2-3 ans pour vraiment apprendre cette fonction-là. Et je pense qu'on peut gagner du temps si on met en place une forme de mentorat ou de tutorat pour qu'on explique, pas pour faire à la place, hein, mais pour expliquer, voilà ce qui t'attend. On gagnera du temps, on gagnera de l'énergie et je pense que ça aussi rassurera certains pour franchir le cap et devenir les cadres qui bâtiront et qui continueront à bâtir la Guadeloupe de demain.